Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment un pervers narcissique peut exploiter son enfant, peut le manipuler, le harceler, faire en sorte en fait qu'il ne vive pas. Donc le but du pervers narcissique, c'est évidemment que l'enfant soit amenuisé dans sa capacité de vivre et du coup qu'on diminue en fait la vie en lui. Donc en fait on va tout faire pour que cet enfant ne soit pas vivant, n'ait pas envie de vivre, n'ait pas de passion, n'ait pas, soit frustré dans toutes ses émotions et du coup on va le motiver aussi à faire des choses, notamment qu'il n'a pas envie de faire, ou le motiver à ne pas faire ce qui pourrait être bien pour lui, bon pour lui, pour prendre son autonomie, son indépendance. Donc vous l'aurez compris, le parent PN va d'abord essayer que l'enfant ne devienne pas indépendant. Donc on va essayer de le rendre le plus dépendant possible en lui faisant croire qu'il ne saura pas s'en sortir tout seul. Donc les parents pervers narcissiques ou le parent pervers narcissique va tout faire pour convaincre l'enfant qu'il n'est pas apte à faire la plupart des choses nécessaires à la vie. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se nourrir tout seul, qu'il n'est pas capable de payer pour avoir un domicile à lui, qu'il n'est pas capable non plus de se mettre en couple, qu'il ne sait pas y faire, qu'il ne sait pas décider lui-même, que en fait il est pas apte non plus à conduire une voiture, à en fait tout ce qui pourrait permettre d'ouvrir à l'autonomie. Alors ça commence très vite, hein, très tôt dans l'enfance. L'enfant généralement va être isolé socialement, donc c'est-à-dire qu'on va éviter qu'il invite des copains, qu'il ait des copains tout simplement. On va lui dire tes copains ils sont pas terribles ou tu devrais pas fréquenter telle ou telle personne. On va tout faire aussi parfois pour changer l'enfant souvent d'école, pour ne pas justement qu'il ait des liens sociaux trop forts par rapport à l'extérieur donc de la famille. Et donc du coup c'est comme ça que le parent manipulateur va garder main mise sur l'enfant. Souvent ce sont des enfants qu'on va retrouver assez inhibés, des enfants qui vont être très timides en fait, simplement parce que chaque fois qu'ils vont émettre une idée qui leur sont propres, et bien dans ce cas-là, le pervers narcissique va chercher à lui faire comprendre que ses idées ne sont pas bonnes. Donc c'est un enfant qui aura du mal à donner une réponse à une question, parce que c'est un enfant qui aura été souvent moqué. Donc du coup, cet enfant-là aura du mal à prendre la parole en public, et ça veut dire quoi? Que la confiance en soi n'est pas développée chez l'enfant, bien entendu. On va tout casser chez cet enfant de manière à ce qu'il se fasse complètement complice du pervers narcissique, et ça va être vraiment un jouet pour le pervers narcissique. Donc généralement, quand les parents PN ont un enfant, c'est pour en faire un objet, c'est pour l'exploiter, c'est pour attendrir aussi les autres, pour faire semblant d'être le père ou la mère parfaite, c'est pour faire semblant d'être normal, d'être une famille normale, etc. Et on sait tous que tout ça, ce ne sont que des apparences. Donc du coup, l'enfant très vite va s'en rendre compte, et peut-être il ne se rend pas compte parce qu'en fait, pour lui, comme il est dans ce type de famille, ça lui paraît normal. Et c'est ça le problème. C'est le problème que c'est tellement insidieux, tellement difficile à percevoir pour la victime, que forcément l'enfant va avoir du mal à réagir. Alors, généralement, l'enfant, forcément, quand il est tout petit, il ne sait pas faire grand-chose par lui-même, donc déjà physiquement, mais quand il va grandir, on va toujours lui faire croire, en fait, en l'infantilisant, qu'il n'est toujours pas capable, à l'heure actuelle, de faire quoi que ce soit. Donc le pervers narcissique va chercher à ce que l'enfant se sente le plus possible prisonnier. Donc il va rester sous emprise et on va faire de lui plus ou moins ce qu'on veut à partir du moment où justement on lui dit que ce qu'il pense n'est pas bien, ce qu'il pense n'est pas fiable, ce qu'il fait n'est pas bon, n'est pas suffisant, il n'est pas capable de. Donc c'est un enfant qui va rester très fortement attaché aux adultes, et donc les premiers adultes auxquels il reste attaché, c'est forcément le ou la perverse narcissique qui fait partie de la famille, qui va faire à la place de l'enfant en lui disant tu vois, si je n'étais pas là, tu ne saurais pas faire ça, tu ne saurais pas faire ça. Donc forcément cet enfant-là a l'impression que le père ou la mère est vraiment nécessaire à sa vie, à sa survie même. Donc, pour se dégager de tout ça, bien, l'enfant devenu adolescent, donc c'est souvent à l'adolescence qu'ils vont beaucoup plus prendre conscience des choses, déjà même au début de l'adolescence, ça peut être aux alentours des 6-7 ans, hein. Donc l'adolescence maintenant commence de plus en plus tôt, donc on peut dire que déjà à 8-9 ans, l'enfant n'est plus vraiment un enfant, mais a conscience de beaucoup de choses, et comme c'est un enfant qui est en contact avec pas mal de violences, hein, même si ce sont des violences qui ne sont pas visibles, à l'inverse d'un enfant qui est battu, ou justement parfois à l'extérieur on va se rendre compte que cet enfant-là est en souffrance et qu'il a besoin d'aide parce que justement il y a des coups. À l'inverse de ça, pour le pervers narcissique, il y a des coups aussi qui sont portés, et ce tout le temps, mais
mais ce sont surtout des coups qui sont psychologiques et donc du coup non visibles à l'extérieur, ce qui fait que évidemment c'est difficile de se défendre par rapport à ça, et c'est difficile aussi que les autres s'alarment de la situation qui n'est pas normale, hein. Donc souvent ça perdure assez longtemps. Et si à l'adolescence, cet ado donc, va chercher à développer son autonomie, parce que généralement on va changer de la manière de voir à ce moment-là, où on va s'opposer aux parents, aux valeurs des parents, eh bien cet adolescent-là va être constamment critiqué, rabaissé, beaucoup plus encore que ce que c'était avant, parce qu'il se rebelle. Donc quand un enfant se rebelle, ben pour le parent, c'est considéré comme une trahison. Donc on va l'attaquer beaucoup plus, on va encore plus le brimer, on va encore plus s'enfermer, on va encore plus lui empêcher de voir les copains, copines, d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Ou alors on va déménager exprès pour que cet enfant-là perde justement les petits copains qui viennent, qui passent à la maison, c'est ennuyant, parce que ce sont des personnes extérieures et donc qui pourraient éventuellement apporter une solution à ce problème-là, ou en tout cas faire en sorte que la personne prenne conscience de la situation dans laquelle il est ou elle est. Donc c'est-à-dire que cet enfant comprenne que chez le copain, ça se passe autrement au niveau familial, qu'il n'y a pas de baffe, il n'y a pas de cris, il n'y a pas... Enfin, tout ça n'existe pas. Et donc du coup, il va prendre conscience aussi que c'est un enfant battu, surtout psychologiquement. Ça peut être physiquement aussi, hein, mais tout ce qui sera physique ne sera pas assez fort pour que ça soit visible de l'extérieur. Donc c'est-à-dire que le parent PN peut faire battre son enfant par l'autre conjoint, par exemple, en le stimulant, en l'énervant, etc. Ou va aussi faire en sorte que ces coups-là ne soient pas visibles de l'extérieur, que tout paraisse toujours lisse et capital pour le pervers narcissique. Donc l'image du pervers narcissique est considérée comme étant capitale et il va tout faire ou elle va tout faire pour sauvegarder cette image-là. Donc c'est une défense que peut avoir l'enfant, c'est justement mettre en lumière le fait que tout n'est pas parfait dans cette famille-là, qu'au contraire, donc contrairement à ce qu'on croit, effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui dorment, hein, qui sont en souterrain, et donc évidemment en parler est considéré comme une trahison, même si l'enfant en faisant ça ou l'adolescent en faisant ça a simplement envie de trouver parfois du soutien et de comprendre ce dans quoi il est, mais tout ce qui permet en fait de faire d'être dans l'introspection, de faire une analyse de la situation, tout ce qui permet en fait de se remettre en retrait pour pouvoir analyser et être plus lucide sur la situation, va être considéré par le pervers narcissique comme une énorme trahison. Et donc cet enfant-là, on va lui enlever tout ce qu'il a. On va éventuellement le soudoyer, donc utiliser l'argent pour faire en sorte de lui faire comprendre que sans ça, il n'est rien, qu'il n'est pas capable de. Ce sont des parents qui vont donc monnayer l'enfant en lui faisant croire, parfois en lui payant un truc ou l'autre, justement pour l'acheter. En réalité, c'est vraiment acheter son silence, acheter sa soumission, en aussi essayant de prouver à l'enfant que comme on lui a payé ça, c'est qu'on est un bon parent. Et le pervers narcissique va utiliser cette méthode-là. Par exemple, va lui offrir une voiture en lui disant « cette voiture-là, je te l'offre, et donc tu vois, c'est parce que je suis un bon parent. » Et après, évidemment, il va s'en vanter partout, hein, en disant « Mais oui, mais il n'était pas capable de se payer une voiture, donc c'est normal qu'on lui ait payé, quoi. » Et donc, toujours en montrant que, en rabaissant l'autre, non, il n'était pas capable, en fait. Mais généralement, ils vont quand même essayer de limiter l'autonomie, donc éviter d'offrir un appartement et une voiture, parce que c'est une façon que la victime a de se dégager du piège. Mais en réalité, c'est aussi un piège doré, hein. Donc quand on offre un appartement à l'enfant parce que celui-ci, enfin au jeune adulte parfois même, parce que celui-ci voulait vivre tout seul, et donc on lui donne l'occasion beaucoup plus rapidement que ce qu'il aurait pu avoir par lui-même. Comme ça, du coup, on garde une clé et on peut toujours s'inviter chez l'enfant en question, on peut toujours s'inviter donc dans l'intériorité de cette personne-là qui est manipulée, hein. Et donc c'est ça à monnayer. Donc c'est on t'offre un cadeau, mais en fait un cadeau qui est empoisonné. Donc les pervers narcissiques font souvent ça, mais généralement quand ils le font, c'est parce qu'ils remarquent que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils pourront plus faire en sorte que la victime ne prenne pas cet envol-là. Donc un pervers narcissique qui va offrir une voiture, c'est parce que la victime s'est assez dégagée de façon à acquérir quand même cette autonomie-là, au moins savoir conduire. Et généralement, vous avez des parents comme ça qui vont essayer de persuader leurs enfants que non, de toute façon, ils ont peur en voiture et que c'est pas la peine, que c'est beaucoup trop dangereux, que c'est pas possible pour eux ou que c'est trop compliqué, en essayant de mettre comme ça des embûches sur le chemin de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire, par exemple, essayer de leur donner parfois des mauvais conseils pour qu'ils n'aient pas ce permis de conduire, de les stresser particulièrement avant l'examen
en question, enfin voilà, vraiment toutes les stratégies possibles pour saboter le projet d'autonomie de cette personne-là, de cet adolescent, de ce jeune adulte. Et évidemment, on va tout faire aussi pour saboter le futur couple. Pourquoi ? Parce que s'il y a une autre personne qui rentre en relation avec la victime du pervers narcissique, qu'est-ce qui va se passer ? Cet enfant-là, forcément, ne sera plus tout à fait un enfant, c'est-à-dire qu'il va devenir plus autonome, surtout si le conjoint en question devient conjoint et donc a de l'argent aussi. Donc du coup, le parent pervers narcissique qui éventuellement a de l'argent ou profite de l'argent de quelqu'un pour justement le donner à son enfant, pour lui dire t'as vu je suis formidable, etc. Mais ça aura beaucoup moins de poids si cet enfant-là est marié avec une personne qui a un conjoint qui a de l'argent. Donc ils s'en sortiront très très bien tout seuls et pourront beaucoup plus facilement prendre leurs envols aussi ensemble et en coupant les ponts avec le pervers narcissique ou en tout cas le tenant à distance beaucoup mieux. Et évidemment, si l'enfant, qui est donc agrandi depuis, se met à distance en vivant dans un autre milieu que le pervers narcissique, il va de toute façon avoir beaucoup plus de recul et avoir beaucoup plus de possibilités de s'apercevoir de la situation, d'en prendre conscience et du coup de mieux se défendre. Donc tout l'intérêt du pervers narcissique, c'est de laisser le moins possible de liberté à cet enfant-là. Alors, il y a d'une part ça, c'est le garder sous son aile, mais en même temps, il y a aussi ne pas s'en occuper pour qu'il puisse avoir plus dans la vie. Donc c'est toujours rabaisser l'enfant, etc. Mais à certains moments aussi, on peut le rabaisser en ne s'en occupant pas, en le négligeant complètement, en faisant passer à l'enfant le message qu'au fait, il ne compte pas. Et pour le pervers narcissique, en réalité, l'enfant ne compte pas. C'est pas comme un parent qui se dit, bon, là, je ne saurais pas venir en aide à mon enfant parce que peut-être je ne suis pas suffisamment bien, parce que psychologiquement, il y a un autre problème, ou parce que on est trop épuisé, tout simplement. Enfin, pour X raisons, vous avez des parents comme ça qui vont démissionner, sauf que ici, dans le cas du pervers narcissique, c'est sa nature profonde. C'est pas comme quelqu'un, si vous voulez, qui a vécu des choses difficiles et qui, à un moment donné, peut maltraiter son enfant, entre guillemets, ou en tout cas ne pas le considérer suffisamment, parce qu'il y a eu un problème de vie. Ces parents-là, généralement, oui, ils ont fait ce qu'on appelle... il y a eu mauvais traitement sur l'enfant, effectivement, comme les alcooliques parfois, qui tout d'un coup deviennent plus sobres après, mais voilà, il y a quelque chose, il peut y avoir un sevrage et tout, et que cette personne finalement change d'attitude. Ça c'est possible, certains enfants sont maltraités, puis après coup les parents s'excusent de ça parce qu'ils n'ont pas su faire autrement, ou parce qu'ils retrouvent un petit peu des aptitudes qu'ils avaient perdues, pour X raisons, ils reprennent pied en fait. Mais la différence avec un pervers narcissique, c'est qu'un pervers narcissique ne sera jamais dans cette position du demander pardon à l'autre, de se rendre compte qu'il y a eu quelque chose effectivement qui n'était pas normal, qu'on a demandé à l'enfant qui n'était pas normal. Donc quelque part, le pervers narcissique demande aussi à l'enfant une très grande autonomie parce que cette personne-là n'est pas du tout autonome. Rappelons que le pervers narcissique, c'est vraiment un enfant, donc il ne sait pas s'occuper d'un enfant, lui, puisqu'il n'est pas adulte, si vous voulez. Donc à l'inverse d'un parent qui aurait démissionné, qui aurait eu des soucis psychologiques, le pervers narcissique à aucun moment ne peut retomber sur ses pattes. C'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a une structure qui n'est pas faite, si vous voulez. La structure du pervers narcissique ne lui permet pas de réellement, à un moment donné, redevenir gentil. Quand on entend, une telle personne était pervers narcissique et puis, effectivement, a pu se guérir, c'est que c'était pas un pervers narcissique. Un pervers narcissique, à la base, ne peut pas se guérir puisqu'il prend plaisir à ça. Donc, par contre, quelqu'un qui est maltraitant par rapport à son enfant, par rapport à son conjoint, par rapport à quelqu'un d'autre, pourrait à un moment donné retomber sur ses pattes pour X raisons, soit parce qu'on en a fini avec l'alcool et on passe par un sevrage et ça c'est terminé, mais forcément on est beaucoup plus lucide et forcément on se rend compte de ce qu'il y a eu dans le passé. Parfois on s'en souvient pas trop, mais on se souvient quand même qu'il y a eu quelque chose de pas normal et on peut alors à ce moment-là parler avec l'enfant et se rendre compte que ce qu'il a vécu n'était pas normal et s'en excuser, essayer de réparer ça. Il y a des parents effectivement qui essayent de réparer des erreurs commises et forcément être parent c'est commettre aussi des erreurs. Il n'y a jamais de parents parfaits, ça c'est pas possible. Il n'y a jamais non plus d'enfants parfaits en même temps. Donc, et tant mieux quelque part, il n'y a pas de relation parfaite et il n'y a pas de personne parfaite. Donc, l'important c'est que dans la relation, l'imperfection en soi ne soit pas autant problématique au point de blesser à vie l'autre personne. Parce que
dans ce cas-là, les enfants maltraités sont vraiment blessés à vie, même si bien sûr il y a moyen de travailler dessus et il y a moyen que eux se réparent aussi, hein. Mais malgré tout, il y a quand même une blessure qui est là, qui est potentiellement là. Il y a quand même une cicatrice, même si c'est cicatrisé, il y a une cicatrice qui est là. Et donc, bien sûr qu'avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, vous n'aurez pas possibilité de cicatriser vraiment, sauf par vous-même, hein, mais pas en recevant des excuses. La personne PN ne peut s'excuser que si elle projette de vous réexploiter beaucoup plus après. Donc, et c'est beaucoup le cas hein, quand une personne est enfant d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, mais toute sa vie, généralement, s'il ne coupe pas les ponts, s'il ne met pas à distance cette personne-là, s'il ne s'en défend pas suffisamment, il va subir toujours des attaques. Donc ce pervers narcissique-là va revenir tôt ou tard, va réexploiter les failles de la personne, les blessures de la personne, et recommencer à essayer de descendre la personne, de dévaloriser l'autre, d'éviter que cette personne soit autonome. On va lui dire non mais attends, tu n'as pas été capable de faire un bon mariage, c'est pas possible, ça ne durera pas, ou tu n'es pas capable d'élever tes enfants, comme ça on évite que la personne ait des enfants, ou parfois on essaye justement de prendre ces enfants-là à la personne qui a déjà été victime du pervers narcissique. Donc vous avez plusieurs cas de figure, mais de toute façon les enfants ne seront jamais perçus que comme des objets exploitables, que ce soit les enfants ou les petits-enfants du pervers narcissique. Donc ça crée vraiment tous des liens assez particuliers au niveau familial, et donc il est important effectivement que la personne qui a subi ce type d'attaque psychologique en prenne conscience pour justement aussi ne pas reproduire ça. Hein. Parce que quand on n'a pas eu quelque chose dans l'enfance, parfois on a du mal à l'octroyer à ses enfants. Vous avez comme ça des personnes qui sont des femmes battues par exemple, qui vont tout faire, ou des femmes par exemple, les femmes qui sont mariées de force. Très souvent, elles vont faire en sorte que leur fille soit mariée de force aussi. Pourquoi cette anomalie, je dirais, puisqu'elles ont souffert de ça aussi. Bien, souvent, c'est quand il n'y a pas eu de prise de conscience que c'était anormal. On se dit, mais puisque moi je n'ai pas eu ça, je ne vais pas non plus permettre à l'autre d'avoir ça. Il ne faut pas que l'autre ait plus que moi. Il y a une sorte de vengeance, de l'ordre de la vengeance, parce que ça reste une blessure. Ça n'a pas été cicatrisé. Et donc malheureusement, voilà, les femmes qui ont été battues ont laissé parfois battre leurs enfants. Et vous avez des choses comme ça qui se répètent de génération en génération. Et donc ça va faire quelque chose d'assez lourd à porter. Donc ça, c'est important de voir ce dans quoi on est, quel type de contact on a eu avec donc ses parents, grands-parents, etc. Quel type de famille est-ce qu'on a autour de soi, et de prendre conscience des échecs éventuels de relations pour justement créer d'autres relations avec ses enfants. Pour s'ouvrir à autre chose et pouvoir créer quelque chose de sain. Et on va le faire non pas par rapport à ce parent pervers narcissique, mais éventuellement par rapport à un lien qu'on aura avec une tante qui s'est occupée de nous, qui a remplacé cette mère, qui a été à l'écoute, etc. Et c'est ce type de relation-là qu'on va prendre comme référence pour offrir à ses enfants. Donc voilà, attention qu'il y a toujours une partie un peu inconsciente de cette retransmission-là. Et c'est pour ça que c'est important parfois de faire une thérapie. On pense qu'on fonctionne bien et parfois on a besoin d'une thérapie simplement pour décanter tout ça, pour ne pas qu'il y ait des problèmes futurs en fait. Donc voilà, évidemment le choix de la thérapie revient à chacun. Chacun a plus ou moins le temps de le faire, plus ou moins l'argent de le faire, donc il y a beaucoup de choses qui vont intervenir sur le choix de faire une thérapie ou pas. C'est au bon vouloir de chacun. Mais quand vous avez vécu des choses comme ça difficiles dans le passé, eh bien essayez quand même de travailler sur ces blessures-là, que ce soit même vous tout seul ou avec un ami, ne fût-ce que pour justement ne pas reproduire ça et pour vous finir par être bien avec ça, parce que c'est important pour les générations futures, pour vos relations aussi de couple futures, pour vos relations amicales futures et éventuellement aussi au niveau de votre vie professionnelle. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous pensez si vous souhaitez en fait ne pas manquer de vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui vit justement ce type de situation-là et qui devrait en prendre conscience pour aller mieux, pour être mieux. De toute façon, on se retrouve très vite. Portez-vous bien, soyez le plus heureux possible et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.